Hey, salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Alors ça fait un petit moment déjà, mais voilà, on est de retour. Et cette fois-ci, c'est pour faire la description anatomique de l'os du bras, l'humérus. Alors, en introduction, que pouvons-nous dire? L'humérus, c'est un os pair et asymétrique du membre supérieur. Il constitue le squelette du bras et il s'articule en haut avec la scapula, qu'on a déjà étudié, et en bas avec les deux os de l'avant-bras, l'ulna et le radius, que nous étudierons bien sûr après. L'humérus est un os long constitué d'une diaphyse et de deux épiphyses. Les trois seront à décrire. Nous allons commencer par la diaphyse et ensuite les deux épiphyses. Alors, la diaphyse de l'humérus. C'est le corps de l'humérus. Elle est à peu près rectiligne mais tordue dans son tiers moyen. D'ailleurs, c'est discernable sur cette image. On voit bien qu'au niveau du tiers moyen, l'os se tord un peu au niveau de la diaphyse. Alors, dans le tiers supérieur, la diaphyse est irrégulièrement cylindrique et dans son tiers inférieur, elle est prismatique triangulaire. Donc, de façon générale, on dit que la diaphyse de l'humérus est triangulaire puisque l'humérus a trois faces. Mais on verra bien sûr que les bords ne sont pas toujours aussi fins qu'ils en ont l'air. C'est ce qui fait que dans le tiers supérieur, la diaphyse a l'air un peu cylindrique, mais dans le tiers inférieur, elle est prismatique triangulaire à coup sûr. Alors, comme je viens de le dire, la diaphyse a trois faces. Une face antérolatérale, une face antéromédiale, une face postérieure. Et elle a trois bords, un bord antérieur, un bord médial et un bord latéral. Commençons donc par les faces. En premier, la face antérolatérale. Alors, le quart supérieur de la face antérolatérale présente la crête du tubercule majeur qui prolonge ce tubercule. Donc le tubercule majeur se trouve en fait sur l'épiphyse proximale de l'humérus et il met une crête qui est présente au niveau du quart supérieur de la face antérolatérale de la diaphyse. Au niveau de la portion moyenne de la face antérolatérale, on trouve une crête en forme de V, la tubérosité deltoïdienne, qui donne insertion au muscle deltoïde. Au-dessous de cette tubérosité deltoïdienne, la surface est lisse et on note la fameuse torsion de la diaphyse humérale. Également, la surface lisse au-dessous de la tubérosité deltoïdienne donne insertion aux fibres du muscle brachial antérieur. Passons maintenant à la face antéromédiale. La partie supérieure de la face antéromédiale de la diaphyse humérale présente la crête du tubercule mineur de l'humérus. Alors, cette crête du tubercule mineur de l'humérus va donner insertion latéralement au muscle grand dorsal et médialement au muscle grand rond. Dans sa partie moyenne, la face antéromédiale donne insertion au muscle coraco-brachial. Le trou nourricier de l'humérus se trouve au-dessous de l'insertion du muscle coraco-brachial. Enfin, sur toute la moitié inférieure s'insèrent les fibres du muscle brachial. Passons maintenant à la face postérieure. La face postérieure est divisée en deux parties croisées obliquement par le sillon du nerf radial peu profond où passe bien sûr le nerf radial et les vaisseaux profonds du bras. Donc c'est le sillon du nerf radial qui sépare la face postérieure en deux parties. Au-dessous du sillon du nerf radial s'insère le chef latéral du muscle triceps brachial et en dessous du sillon du nerf radial s'insère le chef médial du muscle triceps brachial. On a fini avec les faces, passons maintenant au bord. Le bord antérieur de la diaphyse humérale. Alors, le bord antérieur est rugueux dans sa moitié supérieure et mousse dans sa moitié inférieure. Mousse, c'est-à-dire qu'il n'est pas piquant, c'est-à-dire qu'il n'est pas saillant dans sa moitié inférieure. La partie supérieure du bord antérieur se confond avec la crête du tubercule majeur et cette partie supérieure donne insertion au muscle grand pectoral. Le bord antérieur donne au niveau de sa moitié inférieure insertion au muscle brachial et il se bifurque en bas pour délimiter la fosse coronoïde. Passons maintenant au bord latéral.
Alors, le bord latéral, encore appelé le bord externe, est mousse en haut et il est saillant en bas. Il est également interrompu au niveau de sa partie moyenne par le sillon du nerf radial. Le sillon du nerf radial, bien sûr, qu'on a vu au niveau de la face postérieure, continue au niveau du bord latéral et lorsqu'il passe au niveau du bord latéral, il interrompt ce bord-là. Sur le bord latéral s'insère également le septum intermusculaire latéral du bras. Alors, c'est quoi le septum intermusculaire latéral du bras? Je vais le faire simplement, on le verra beaucoup plus en détail quand on étudiera la myologie. Alors, quand on prend les muscles qui se trouvent au niveau du bras, ils sont séparés en deux loges, la loge antérieure et la loge postérieure. Et ces deux loges-là sont délimitées justement par le septum intermusculaire. On en a deux, le septum intermusculaire latéral et le septum intermusculaire médial. Donc, au niveau du bord latéral, s'insère le septum intermusculaire latéral du bras. Du coup, sur ce petit schéma, vous observez une coupe transversale du bras. Au milieu, vous pouvez voir l'humérus qui est entouré par des muscles. Et comme vous le constatez, ces muscles forment deux loges, une loge antérieure et une loge postérieure, séparées par le septum intermusculaire. Eh bien, vous pouvez voir le septum intermusculaire latéral qui se trouve à droite selon l'orientation du schéma et le septum intermusculaire médial qui se trouve à gauche. Passons maintenant au bord médial. Le bord médial, encore appelé le bord interne, est effacé en haut et saillant en bas. Il donne insertion au septum intermusculaire médial du bras. Très bien. On a fini avec la diaphyse. On a étudié les trois faces et les trois bords. On peut passer maintenant aux épiphyses. En premier, nous allons étudier l'épiphyse supérieure ou l'épiphyse proximale de l'humérus. L'épiphyse proximale de l'humérus présente trois saillies, la tête humérale, le tubercule majeur et le tubercule mineur. L'épiphyse proximale de l'humérus présente aussi des rétrécissements au col, à savoir le col anatomique et le col chirurgical. Donc on va décrire ces éléments un à un. Commençons par le col chirurgical. En fait, le col chirurgical n'existe pas. Il n'a pas de réalité anatomique. C'est un concept d'origine chirurgicale qui sert à systématiser des lésions de cette partie de l'humérus. C'est-à-dire que le col chirurgical, c'est pas une partie qu'on peut séparer de l'os, non. C'est une portion comprise entre l'épiphyse proximale et la diaphyse. Et on a appelé cette portion-là le col chirurgical afin de pouvoir systématiser les lésions qui se trouvent à ce niveau. Donc quand on prend le col chirurgical, sa face postérieure est en contact avec le nerf axillaire ainsi que l'artère et la veine circonflexe postérieure. Passons maintenant à la tête humérale. La tête humérale, c'est la partie articulaire de l'épiphyse proximale de l'humérus couverte de cartilage articulaire. La tête humérale représente environ le tiers d'une sphère de 30 mm de rayon et est aplatie d'avant en arrière de 3 à 4 mm. Donc c'est pratiquement une sphère. Par rapport à l'axe de la diaphyse, l'axe de la tête humérale est dirigé en haut, en dedans et légèrement en arrière. Cet axe forme un angle d'environ 130 à 150 degrés par rapport à l'axe de la diaphyse et un angle de 45 degrés avec l'horizontale. Donc je vous le représente mieux sur un schéma. Passons maintenant au col anatomique. Le col anatomique, c'est une portion rétrécie qui sépare la tête humérale du tubercule majeur et du tubercule mineur. C'est sur le col anatomique que s'insère la capsule articulaire de l'articulation de l'épaule. C'est quoi une capsule articulaire? En fait, une capsule articulaire, c'est une enveloppe qui entoure une articulation mobile. Elle s'insère à proximité des surfaces articulaires cartilagineuses et des pièces osseuses de l'articulation. Dans la partie antérieure du col anatomique, on note également l'insertion des ligaments gléno-huméraux supérieurs, moyens et inférieurs. Voyons maintenant le tubercule majeur, encore appelé le trochitère. Le tubercule majeur est une grande excroissance osseuse située dans le prolongement de la face antérolatérale de l'humérus. La partie supérieure
du tubercule majeur présente une facette qui donne insertion au muscle supraépineux et au faisceau latéral du ligament coraco-huméral. Très bien. Maintenant, la partie postérieure du tubercule majeur présente deux facettes. La facette supérieure donne insertion au muscle infraépineux et la facette inférieure donne insertion au muscle petit rond. Nous allons voir à présent le tubercule mineur, encore appelé le troquin. C'est une petite excroissance osseuse située médialement et en avant du tubercule majeur. Alors, sur le petit schéma que vous apercevez à l'écran, vous pouvez voir la vue supérieure de l'épiphyse proximale et vous remarquez la tête humérale, le tubercule majeur et le tubercule mineur. Et comme vous pouvez le voir, le tubercule mineur est situé en avant et médialement par rapport au tubercule majeur. Il donne insertion au muscle subscapulaire et sur son bord supérieur au faisceau médial du ligament coraco-huméral. Entre les deux tubercules se trouve une dépression qui prend le nom du sillon intertuberculaire et cette dépression est limitée par les crêtes des deux tubercules. Sur les berges du sillon intertuberculaire s'insère le ligament huméral transverse. On va passer maintenant à l'épiphyse distale. L'épiphyse distale de l'humérus s'appelle encore la palette humérale. Elle est aplatie d'avant en arrière et recourbée légèrement vers l'avant. Elle présente dans sa partie moyenne le condyle huméral et de chaque côté du condyle, on a un épicondyle. Qu'est-ce que le condyle huméral? Le condyle huméral, c'est la partie articulaire de l'épiphyse distale de l'humérus recouverte de cartilage articulaire. Le condyle huméral est constitué de trois éléments: le capitulum, la trochlée et la zone capitulo-trochléaire. Qu'est-ce que la trochlée? La trochlée humérale, qui est un élément du condyle huméral, a une forme de poulie à deux joues formant les trois quarts d'un cercle et dont la gorge décrit un arc d'hélice. C'est ce que vous pouvez voir sur ce schéma où je vous représente une poulie à deux joues séparée par une gorge. Et donc, c'est à cela que ressemble la trochlée humérale. Alors, pour expliquer un peu ce que je veux dire par arc d'hélice, c'est-à-dire que la portion qui se trouve au milieu de la trochlée, sa gorge n'est pas rectiligne, ne forme pas un cercle, mais plutôt un arc d'hélice, en ce sens qu'elle se recourbe lorsqu'elle va en arrière. Donc, je vous ai projeté l'image d'un arc d'hélice. Donc c'est de la même façon que la gorge de la trochlée est incurvée lorsqu'elle passe d'avant en arrière. Alors la gorge de la trochlée sépare deux joues, une joue médiale et une joue latérale. La joue médiale est plus large et plus saillante que la joue latérale. La trochlée s'articule avec l'incisure trochléaire de l'ulna. Elle est surmontée en avant par la fosse coronoïde destinée à recevoir le processus coronoïde de l'ulna. Elle est surmontée en arrière par la fosse olécrânienne, beaucoup plus profonde que la fosse coronoïde. Sur le pourtour des fosses s'insère la capsule articulaire. Voyons à présent le capitulum. Le capitulum, c'est une saillie arrondie, lisse, semi-sphérique qui s'articule avec la tête du radius. À l'avant, le capitulum est surmonté d'une dépression, la fosse radiale. Il s'articule avec la fossette articulaire radiale. La zone capitulo-trochléenne, c'est juste la surface qui est comprise entre la trochlée et le capitulum. Nous avions dit que de part et d'autre du condyle, on avait un épicondyle. Donc on a deux épicondyles au total, l'épicondyle médial et l'épicondyle latéral. Nous allons décrire en premier l'épicondyle médial. L'épicondyle médial de l'humérus est situé en dedans, c'est-à-dire médialement par rapport à la trochlée humérale. L'épicondyle médial est saillant et rugueux. Il donne insertion sur sa face antérieure au ligament collatéral ulnaire du coude près de la trochlée, au muscle épitrochléen pronateur et fléchisseur,
Alors, il s'agit de plusieurs muscles dont les tendons sont regroupés à cet endroit. Il s'agit notamment du muscle rond pronateur, le muscle fléchisseur du carpe, le muscle fléchisseur radial du carpe et le muscle fléchisseur ulnaire du carpe. La face postérieure de l'épicondyle médial est lisse et marquée verticalement par le sillon du nerf ulnaire. Passons maintenant à l'épicondyle latéral. L'épicondyle latéral de la palette humérale est situé en dehors, c'est-à-dire latéralement par rapport au capitulum. Il est moins saillant que l'épicondyle médial et donne insertion sur sa face antérieure au ligament collatéral radial du coude situé près du capitulum. Il donne également insertion au tendon commun des muscles épicondyliens supinateurs et extenseurs. Il s'agit des muscles court extenseur radial du carpe, extenseur commun des doigts, extenseur propre du petit doigt, extenseur ulnaire du carpe et supinateur. Sur la face postérieure de l'épicondyle latéral s'insère le muscle enconé. Eh bien, nous voici à la fin de notre description anatomique de l'humérus. Nous avons parlé de la diaphyse, de ses trois faces et de ses trois bords. Nous avons également parlé de l'épiphyse proximale avec sa partie articulaire qui est la tête humérale, ainsi que le tubercule majeur et le tubercule mineur. On a également parlé de l'épiphyse distale avec la partie articulaire qui est le condyle et les parties non articulaires, à savoir les épicondyles médial et latéral. Alors, si vous retenez les différents éléments dont parlait cette vidéo, vous aurez l'essentiel de la description anatomique de l'os appelé humérus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à cet instant. C'était Red et on se dit à bientôt.